Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 11e numéro des webinaires par en sciences ouvertes, proposé donc par le CCSD. J'espère que tout le monde survit où que vous soyez. Nous, il fait 35 degrés à Lyon, mais ça va super bien se passer. En tout cas, aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir pour un nouveau numéro à travers lequel on explorera de manière croisée deux projets européens qui interrogent la manière dont le résultat de la recherche, que ce soit publication, données, tout ça, comment il circule une fois diffusé en accès ouvert. Donc, autrement dit, quels usages, quelle réutilisation, quel impact concret la recherche mise à disposition en open access, quel impact pour la société. Donc aujourd'hui, nous aurons le plaisir de découvrir les premiers résultats de deux projets en cours, donc deux projets européens. Premièrement, le projet PATHOS, Pathways to Open Science, qui réunit 8 pays autour de plusieurs cas d'usage pour mesurer l'impact de la science ouverte. Et nous nous intéresserons aujourd'hui plus particulièrement au cas d'étude Research Data and Knowledge Used in Non-Academia, qui se penche plus particulièrement sur les infrastructures françaises de sciences ouvertes et dont Halle. Ensuite, on aura une intervention à propos du projet Commons, coordonné par Open Edition, qui s'intéresse aux pratiques, usages euh, de la recherche mise à disposition en Open Access, à travers une approche centrée sur les plateformes de diffusion et de leurs impacts, dans le but notamment de bâtir un observatoire des usages. Donc, ces deux projets ont en commun de s'appuyer sur l'analyse de traces numériques, notamment via les fichiers log de plateforme, pour mieux comprendre comment circulent les connaissances et quels types d'usages en sont faits, y compris des usages non académiques. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, on a ici trois intervenants et intervenantes. D'abord, nous écouterons Simon Apartis, ingénieur de recherche au CNRS et chargé de la science ouverte au Centre Internet et Société. Et donc, il présentera les travaux en cours dans le cadre de Pathos et du cas d'étude présenté, notamment sur l'analyse des usages communautaires de la science ouverte, les dynamiques de réutilisation et de partage de données. Pour ensuite passer au projet Commons avec Johanna Faita, doctorante en sciences de l'information et de la communication à l'Open Edition Lab et au laboratoire ELICO, et Morcina Abid, doctorant en informatique à l'Open Edition Lab. Donc, ils présenteront chacun les résultats et la méthodologie d'une enquête exploratoire menée auprès de trois identités éditoriales, visant à tester un protocole de suivi des usages voué à être généralisé. Et leur approche croise une analyse quantitative des usages via les fichiers log et une attention portée aux différents profils d'utilisateurs et utilisatrices. Donc, comme toujours, un temps d'échange est prévu après chaque intervention. Vous aurez l'occasion donc de poser vos questions. Je remercie donc déjà nos intervenants d'être présents avec nous aujourd'hui malgré la chaleur. Et donc, avant de leur laisser la parole, juste un petit point information pratique. Donc, ce webinaire est enregistré, il sera disponible sur la chaîne Canal U du CCSD. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30. Vos micros et caméras sont coupés pour éviter les bruits de fond. Et donc, pour vos questions, comme je le disais, vous pouvez utiliser le module Q&R, questions-réponses, en bas de votre écran. Elles seront transmises, enfin, je les transmettrai à nos intervenants à l'issue de chaque présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, même tout au long du webinaire, hein, on les posera le moment venu. Euh, et un grand merci à mes collègues qui opèrent la modération depuis notre salle. C'est tout pour moi. Simon, si tu veux bien commencer. Merci beaucoup Léo. Bonjour à tous et à toutes. Léo, tu m'as déjà bien présenté, donc je ne vais pas en dire plus. Je travaille au Centre Internet et Société depuis quelques années et depuis 2 ans, donc je travaille sur un projet que je vais partager. Ça sera mieux avec la présentation. Hop, voilà. Qui s'appelle, vous me dites, hein, si vous voyez pas, c'est bon? Donc un projet qui s'appelle PathOS, qui est un projet européen, financé par le programme Horizon Europe que vous connaissez sans doute.
Alors d'abord, je vous fais une toute petite mise en perspective de ce projet. C'est un projet qui fait partie, je ne sais pas si vous avez en tête à quoi ressemble Horizon Europe, c'est vraiment un poulpe. Donc nous, on va être dans le pilier 4 qui s'appelle Participation et espace européen de la recherche. Euh, qui est un petit peu moins axé recherche fondamentale et qui a vraiment pour objet de faire évoluer un nouvel espace européen de la recherche à travers la evidence-based public policy notamment, donc permettre de conduire une politique publique fondée sur les preuves. Voilà, donc je vous ai mis une petite cible tout à droite, c'est là où on se situe, c'est là où on a été financé. Euh, En particulier, en fait, on est financé par un sous-programme, le sous-programme Open Science, du programme Horizon 4.2 qui s'appelle Reforming and Enhancing the European Research and Innovation System. On a reçu un budget global de 2 millions d'euros. Le CNRS prend 150 000, essentiellement pour financer du personnel. On a obtenu des compléments par le plan national de la science ouverte, qu'on remercie chaleureusement, et par l'INSHS via des crédits exceptionnels. C'est un projet qui dure 3 ans, donc qui arrive bientôt à terme à la fin du mois d'août, qui regroupe plusieurs approches disciplinaires. Alors, ça reste quand même majoritairement de l'économétrie, une démarche d'évaluation de politique publique, mais il y a aussi de la scientométrie, de la sociologie quantitative, de la data science et à la marge du traitement du langage naturel. 6 pays sont impliqués et 8 organisations que je vous ai listées ici. Je ne vais pas les détailler parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous retrouverez de toute façon la présentation est enregistrée, mes slides seront possibles, je peux les transférer. Euh, donc, l'ambition de PathOS, elle est très étroitement liée aux lignes directrices d'Horizon Europe et notamment de ce programme 4. Et l'idée étant de maximiser l'impact du financement par l'Europe de la recherche et de l'innovation, de maximiser l'impact sur la science, sur l'économie et sur la wider society, sur voilà, l'impact sociétal. Et ça, vous verrez, c'est important pour la suite. C'est pour ça que j'insiste un petit peu, hem, notamment parce que donc c'est très clairement, ça figure très clairement dans les documents de politique publique. L'orientation, c'est de changer de paradigme et de passer, d'un programme axé sur l'activité à un programme axé sur l'impact. Voilà, donc c'est un terme qu'on retrouve en fait partout dans les documents financeurs et dans les orientations ensuite, qui a du coup été central dans la candidature, qu'on a déposée. Hem L'objectif, donc pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, ça va être d'identifier des impact pathways, donc des voies d'impact, des chemins causaux qui vont mener des politiques publiques, d'une part. Donc la cause initiale, ça va être la politique publique, jusqu'à des effets à court et long terme. Et ce qu'on veut, en fait, c'est être en mesure de prouver que les effets sont entraînés par les causes et à travers toute une série d'intermédiations qu'on va essayer de modéliser. Euh, du coup, le raisonnement principal, la méthodologie centrale, ça va être le raisonnement contrefactuel, qu'on peut résumer très simplement en disant: «Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas fait X ou Y ou si on ne l'avait pas fait dans la même mesure?» Donc pour vous représenter ça de manière, j'espère simple, je vous ai mis HAL et Open Edition, en gros, là, en bas du graphique et donc, sans rentrer dans le détail de ce graphique qui est un petit peu fourni, l'idée, c'est qu'est-ce qui se serait passé si HAL et Open Edition n'avaient pas existé? Voilà et comment est-ce qu'on peut mesurer du coup, différentiellement, les bénéfices, ou parfois les désavantages liés à leur existence? Hem Et donc en fait, le début de la chaîne causale, ça va être, la mise en œuvre de ressources, qui sont, financières, légales et humaines. Un exemple que vous connaissez sans doute bien, c'est, le plan national sciences ouvertes, le 1er plan national de la science ouverte. C'est la mise en œuvre d'une ressource dans un contexte très général, pour promouvoir l'avancée de la science ouverte. Et donc ce qu'on se demande, c'est ben, on en attend beaucoup de choses de cette science ouverte et donc comment est-ce qu'on est en mesure de, vraiment mesurer les effets, qu'elle produit, et pour éventuellement ensuite, à partir de cette mesure, recalibrer un petit peu l'intervention publique. Voilà, c'est en fait, c'est de la science qui est conçue aussi comme un outil de pilotage pour le décideur, pour le porteur de politique publique. Hem, bon, l'idée, c'est qu'il y a on va peu à peu mettre en œuvre un écosystème productif qui va déployer une gouvernance, une politique, une activité numérique, hein, c'est absolument central dans la science ouverte,
c'est-à-dire de l'administration système, du traitement de données, du développement web et un pôle éditorial. Heu, cet écosystème de production va générer des outputs, donc là je reprends le jargon, mais ça veut simplement dire des productions ou des résultats, qu'on peut, caractériser de plein de manières différentes. Donc ça, on rentrera beaucoup dans le détail, je pense. On peut regarder la production par année, par type, ça c'est assez important en matière de sciences ouvertes parce que ça regroupe les produits intermédiaires et les produits finaux de la recherche, les articles, les données, les vidéos, les slides, comme aujourd'hui que je pourrais mettre aussi en ligne, et cetera, les captations, tout ça. On peut les trier par concept, par discipline, par langue, et cetera. Donc on a plein de facettes pour caractériser la production, et l'analyser, plus profondément et un truc, nouveau, c'est que comme on est dans une approche majoritairement numérique, ça je le montrerai ensuite, on produit des interfaces qui ont des propriétés qu'on peut étudier, qui produisent elles-mêmes des effets. Elles sont censées être interopérables, standardisées, interconnectées. Elles permettent, la trouvabilité de la ressource, donc avec des moteurs de recherche. Elles permettent l'archivage à long terme. Elles sont souvent dotées, d'API, Application Programming Interface, hein, ce qui est un moyen d'accéder de manière automatisée à des données. Elles sont hautement disponibles, donc elles ne sont pas censées faillir, elles sont accessibles n'importe quand, depuis n'importe où. Heu et en fin de chaîne donc, cet écosystème productif qui produit des résultats, accessibles par n'importe qui en ligne, est censé avoir un certain nombre d'effets et là vous retrouvez donc ça c'est on a produit un handbook, donc un manuel, dans lequel on propose, des outils, et des recettes pour mesurer l'impact de la science ouverte, et on l'a divisé en 3 sections qui sont les mêmes que dans le programme cadre européen, donc un impact académique, un impact économique et un impact sociétal. Je ne vais pas pouvoir rentrer évidemment dans le détail de toutes ces de tous ces impacts. Hem, En fait, ce qu'on va produire dans PathOS, ça va être majoritairement une approche de type, contrefactuel, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on propose aussi, un cadre général d'analyse que je vous ai présenté, succinctement. Donc celui que je viens de vous présenter est aussi une analyse coût-bénéfice. Hem, on va proposer le handbook dont je viens de vous parler. On a fait aussi une méta-étude, une revue de littérature, automatisée sur l'impact sociétal et l'impact académique de la science ouverte pour voir un petit peu ce qui avait été dit avant, qu'est-ce qui avait déjà été démontré ou qu'est-ce qui n'avait pas encore été démontré. Ensuite, il y a les études de cas, donc c'est ça dont je vais essayer de parler, le plus aujourd'hui. Mais il y a aussi un programme, un Engagement and Training Programme, donc pour les décideurs, pour les porteurs de politique publique et les administrateurs de la recherche, pour les sensibiliser à notre démarche et à nos résultats. Hem Et ensuite, le dernier volet sur lequel on travaille encore maintenant, c'est à partir de tous les acquis de ce qu'on a fait, émettre des recommandations, c'est-à-dire avoir une activité normative pour justement orienter la politique publique à partir, des résultats, et de la cartographie qu'on a faite. Donc je vais parler aujourd'hui des études de cas. Je ne vais pas parler des 6 études de cas, mais sachez que dans ce projet, il y en a 6. Nous, on est tout à droite sur le schéma, mais il y a d'autres partenaires qui ont, aussi essayé d'implémenter l le cadre théorique général et les outils qu'on a mis dans le handbook, à travers des études de cas. Et donc, par exemple, notre partenaire grec s'est demandé dans quelle mesure l'accès ouvert va permettre la redéfinition des objets de recherche? Et est-ce que notamment il va faire émerger des nouveaux objets de recherche? Est-ce que le fait qu'il y ait plus de ressources disponibles en accès ouvert va permettre à des nouveaux objets de recherche, notamment en matière d'intelligence artificielle et de changement climatique, d'émerger? Alors nous, on ne travaille pas sur ça, mais c'est juste pour vous montrer que, en fait, c'est un travail en parallèle par 6 partenaires qui ensuite, convergent, de manière itérative, en fait, dans le projet. S'il y a des questions, Léo, tu m'interromps. Je ne sais pas si j'y réponds, au fil de l'eau ou si on les prend plus tard. Non, on les prendra plus tard. Alors juste, on me demande si on peut avoir ce handbook. J'ai le lien sous la Oui, main. Est-ce que je oui, le oui, mets oui, dans tu le peux le chat? Ça transmettre. Oui, oui. marche. Il est en ligne, oui, pardon, j'ai pas mis le si tu l'as sous la main, tu peux le Oui, mettre dans le oui, chat. c'est bon, j'aime bien. Ça marche. Aussi, si tu peux me faire signe, au niveau du temps, quand, ça s'approche trop de la fin. Oui, ça marche. D'accord, merci. Voilà, donc maintenant je vais vous détailler plus précisément ce que nous on fait au centre int ce qu'on a fait donc au centre internet et société. Alors ça va être peut-être redondant avec ce que dit, Mossine et Johanna, donc voilà, je vais peut-être élaguer certains trucs que je voulais dire pour pas leur couper l'herbe sous le pied, mais je pense que c'est des approches assez différentes quand même.
Bon, déjà, je vous présente, notre équipe. Donc moi-même, Simon Apartis, Mélanie Dulon-de Raulnay, qui est fondatrice et ancienne directrice du Centre internet et société, qui s'occupe de la partie juridique, des recommandations notamment, et qui est co-responsable scientifique avec Tommaso, Venturini, du projet. Bah, Tommaso, qui est spécialisé dans la scientométrie, va coordonner l'ensemble des aspects. Et on travaille aussi avec Paul Girard, qui est l'ancien directeur du Media Lab de Sciences Po, et qui nous aide, voire qui fait l'essentiel en fait du travail de traitement de données et de design. Donc, on développe une application d'exploration des logs, et donc ça, c'est lui qui s'en charge en collaboration avec nous. Alors en fait, on n'a pas inventé ça, de nulle part. On se fonde sur, un projet précédent qui avait été porté par Marin Dacos, et Pierre-Carl Langlais notamment, qui visait à rendre plus visible l'accès aux ressources de sciences ouvertes et donc là, ça avait été fait sur Open Edition par des acteurs non académiques. Et on s'était rendu compte donc ils s'étaient rendu compte à l'époque qu'il y avait une part non négligeable d'acteurs économiques qui avaient recours, qui utilisaient régulièrement des ressources, sur Open Edition, donc disponible en accès ouvert. Donc ça, ce qu'on essaye de refaire, mais à une échelle un petit peu plus grande et plus systématique. Hem, Notre argument, qui est vraiment très basique, hein, c'est on se fonde sur l'introduction du second plan national pour la science ouverte. C'est que la science ouverte, en fait, c'est un objet numérique. C'est un dispositif socio-technique qui est intrinsèquement numérique. On ne peut pas faire de science ouverte, c'est-à-dire on ne peut pas donner, un accès sans entrave, aux résultats, méthodes et produits de la recherche scientifique si on n'a pas la mutation numérique. Voilà, je reprends les mots-clés de la définition. Et donc, si on veut comprendre la science ouverte, encore plus si on veut comprendre la chaîne causale, il faut comprendre ce lieu de rencontre entre l'offre et la demande de sciences sociétales, académiques et économiques, et l'offre scientifique, voilà. Et la plateforme de sciences ouvertes, c'est le nœud central dans lequel se rencontre cette offre et cette demande. C'est un point de rencontre, entre l'offre et la demande, pour reprendre un vocabulaire, économique. Heu, Ayant dit ça, c'est très important, de savoir ce qu'on ne peut pas faire avec cette étude de cas ou ce qu'on ne peut pas en attendre. Heu Notamment, hem, ce Heu, ce qu'on fait quand on analyse, une plateforme de sciences ouvertes, c'est qu'on analyse des clics sur des ressources, mais on ne peut rien dire de plus. En fait, ce que c'est en anglais, excusez-moi, parce que je présente beaucoup en anglais, donc j'ai pas tout retraduit. Ce qu'on étudie, c'est comment on entre en contact avec la ressource. C'est-à-dire, pour vous donner des exemples qui figurent sur le schéma, on peut la télécharger, on peut l'ouvrir, on peut la scraper, ça, c'est des choses qu'on observe. Heu, alors j'ai mis aussi des exemples de ressources non numériques, on peut l'acheter, on peut la voler, on peut la photocopier et cetera. Bon, mais une fois qu'on a dit et analysé ça, donc à l'échelle de la plateforme, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir. Après vous me direz, Mossine et Johanna, peut-être que vous n'êtes pas complètement d'accord. C'est tout ce qu'on peut voir à l'échelle de la plateforme. Donc on ne peut pas dire que l'accès, c'est un indicateur d'impact directement. Parce que pour comprendre l'impact, il faut comprendre l'usage, c'est-à-dire il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait avec la ressource. Est-ce qu'on la comprend? Est-ce qu'on l'étudie? Est-ce qu'on la survole? Est-ce on la résume, on la retweet, on la cite? Est-ce qu'on lui fait un traitement, quantitatif, computationnel, et cetera? Et pour comprendre cet usage, c'est-à-dire l'appropriation cognitive active de la ressource, il faut utiliser des méthodes qui peuvent pas être les méthodes de l'analyse de log. C'est-à-dire sociologie des usages, sociologie de la réception, des interviews, de l'ethnographie, enfin tout ce qu'on regroupe sous le chapeau de méthodes qualitatives. Hem Et encore plus après, si vous voulez, vous penchez sur l'impact qui est le résultat d'une appropriation continue sur le long terme, d'une ressource. Voilà. C'est important pour moi, c'est important pour moi de dire ça, comme ça on sait précisément ce qu'on peut attendre et ce qu'on peut pas attendre, d'une analyse de l'accès en fait, qui est la condition nécessaire mais non suffisante pour comprendre l'impact. L'avantage de l'analyse de log, donc un dernier point sur ça, c'est qu'avant en fait ce qui a déjà beaucoup été fait, c'est l'analyse de citation, mais en fait ça exclut du champ, toutes les formes d'appropriation qui sont pas basées sur, la pratique rigoureuse de la citation. Et notamment, il est même possible que sur un plan strictement académique, qui est en fait le seul endroit où on pratique la citation, il y a aussi des manières de s'approprier les ressources qui font pas ensuite qui donnent pas lieu à une citation. On peut être influencé, on peut utiliser de la science, sans la reciter forcément.
Et ce qui est vrai dans le cas académique est d'autant plus vrai, dans le champ, économique et encore plus dans le champ, sociétal. Donc l'idée de l'analyse de log, c'est aussi qu'on va avoir accès à des signaux faibles, à des traces d'accès différentes, qui vont permettre de saisir, le chemin de voilà, vers l'impact, d'une manière plus riche, heu et différente, voilà. Il y a une autre approche qui est l'étude des altmétriques, donc c'est regarder les citations sur les réseaux sociaux. C'est encore une autre manière de saisir, l'utilisation de la science, que nous, on n'a pas du tout mis en œuvre dans cette étude de cas. On a, 3 objectifs. Le 1er qui est quand même l'objectif principal, c'est qu'on va chercher à identifier la corrélation entre la disponibilité d'une ressource, le fait qu'elle soit librement, gratuitement et immédiatement accessible sur une plateforme numérique. On va essayer de voir si, cette disponibilité-là entraîne une hausse du volume de consultation. On aurait tendance à se dire que c'est tout à fait évident que oui, si vous mettez une ressource en accès ouvert, sur internet, les gens vont plus la consulter que si elle est payante et cetera. Mais on voulait quand même tester cette hypothèse, et voir si elle est vérifiée, dans toutes les configurations. Hem, une deuxième approche, ça va être la détection de pics d'accès, éventuels, la détection de lecteurs inattendus, ça c'est ce qu'avait beaucoup fait Pierre Karl. Donc notamment pour certaines ressources, pour certaines agrégations de ressources. Hem et enfin, un troisième aspect, ça va être d'identifier des nouvelles perspectives de recherche, qualitatives pour mieux comprendre, mieux décrire en profondeur le passage de l'accès à l'usage, puis à l'impact. Ça, du coup, c'est par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est comme une sorte de boussole pour ce que Johanna, ferait après. Donc pour vous rappeler, qui sont ces 2 plateformes, Open Edition et HAL? C'est les 2 principales plateformes, de sciences ouvertes, en France, en tout cas 2 plateformes majeures qui ont plus de 25 ans, d'existence. Alors il y a une petite différence, c'est que Open Edition, c'est un éditeur aussi, alors que HAL, c'est un dépôt obligatoire pour tous les auteurs affiliés à une institution française. Open Edition est concentré sur les humanités numériques sur les humanités, pardon, alors que HAL, couvre tous les champs disciplinaires. Aux dernières nouvelles, le total des ressources, c'est 1 000 000, des ressources disponibles, c'est 1 000 000, dans les 2 plateformes. Open Edition est majoritairement francophone, HAL est majoritairement anglophone. Pour vous donner une idée, donc les logs de connexion, peut-être il faut quand même que j'explique ce que c'est. Bah, Mossine, tu réexpliqueras peut-être mieux que moi, mais, c'est une petite trace que vous laissez, dès que vous allez visiter un site web et qui est journalisé, en fait. La grande majorité des cas, c'est pour ça que vous devez cliquer sur «Je consens au dépôt de cookies» et cetera, parce que vous laissez toujours une petite trace avec plus ou moins d'informations sur, votre machine et cetera. Donc nous, on se fonde sur ces traces pour étudier l'accès. Alors on a réussi à récupérer 1 an. Malheureusement, ça ne se recoupe pas, mais si vous voilà, je vous ai fait un graphe longitudinal. En fait, ça qualifie 437 millions de tentatives d'accès, enfin d'accès, aux 2 plateformes cumulées entre janvier 2023 et septembre 2024. Mais comme vous pouvez voir, l'overlap, en fait, il est que de 4, 5 mois, donc c'est pas idéal, mais on n'a pas pu faire mieux. Et encore de manière très générale, si vous regardez sur un plan, géographique, là, vous avez l'origine géographique des personnes qui accèdent à ces 2 plateformes, qu'on a déduite assez simplement depuis l'adresse IP. Et donc vous pouvez voir que HAL et Open Edition finalement sont des plateformes qui sont utilisées dans le monde entier, indépendamment de la langue, dans laquelle les articles sont publiés. Ah, excuse-moi, j'ai une question, Oui, Simon. Ça, c'est une carte, c'est l'addition des visiteurs des deux plateformes, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est les Ok, tentatives d'accès par pays. ok, donc combinaison des deux plateformes. Oui, 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 j'ai pas fait le breakdown par plateforme, oui, c'est vrai. Ça marche. J'ai tout mis pour les à moins que ça soit Open Edition. Je me demande si c'est pas, excusez-moi, non, non, c'est les 2. Ouais, ouais. J'ai pas fait le breakdown par plateforme. Ça, je vais laisser le diagramme de causalité parce que c'est un peu compliqué, on n'en a pas le temps, je pense. Hem, pour vous dire très simplement ce qu'on fait, je vais essayer d'être le plus simple possible. Je vais boire un petit peu d'eau avant, pardon. Donc, ce qu'on fait, on a, dans les lignes de log, on a, des adresses IP. Donc c'est la petite adresse de votre chaque ordinateur a une adresse, comme une adresse, physique, mais voilà, c'est des chiffres. Hem
Et chaque ressource a un identifiant unique qui s'appelle le DOI. Donc sur le log, on a telle adresse IP à accéder à tel DOI à telle heure. C'est à peu près tout ce qu'on a. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrichir ces données. Donc en fait, une adresse IP souvent fait partie d'une plage, c'est-à-dire d'un ensemble d'IP qui sont achetés par des organisations. Et donc on peut assez facilement, enfin plus ou moins facilement, relier une plage d'adresse IP à une organisation. Alors ça pose plein de problèmes, hein. Là, je vous présente ce qu'on essaie de faire théoriquement. Après, par exemple, un biais assez majeur, c'est que quand vous vous connectez à votre box, Orange, tout ce qu'on sait de cette adresse IP, c'est que, le fournisseur d'accès de la personne, c'est Orange. Donc en fait et ça concerne un pourcentage très important des tentatives de connexion. Mais par contre, là, je vous ai mis des exemples fictifs, par exemple, les 2 premières adresses IP là, on sait que c'est relié à ce nom de domaine-là, qui a acheté cette adresse IP, donc à cette entreprise qu'on va pouvoir classifier. Là, on voit que c'est un internet service provider, mais nous, on a une classification un peu plus avancée et on voit en fait que ça appartient au secteur des télécommunications et cetera. Je vous en dirai un petit peu plus sur les sections NAS, juste après. Et de la même façon, donc si vous regardez pas seulement qui accède, mais à quoi on accède, donc les ressources, en se fondant sur le DOI, on va pouvoir, reprendre une classification des par champ scientifique depuis, donc qui est faite par OpenAlex, que je pense que vous connaissez aussi. Et on va pouvoir dire, bah, cette ressource-là, c'est tel champ. Il y en a 26. C'est, business management ou bien arts and humanities et cetera. Et donc en faisant ça, on va pouvoir avoir des statistiques agrégées. On va pouvoir dire, bah, voilà, le secteur des télécommunications accède plus fréquemment, à des ressources en business, d'autant plus si elles sont ouvertes. Voilà. Je vous en dis un peu plus, juste après. Ça, c'est l'intention. Après, il y a plein de limites, que je détaillerai si j'ai le temps. Je rentre un tout petit peu dans le le traitement, la pipeline, en fait, je pense que je l'ai déjà dit. On a des logs, bruts chez HAL et OpenEdition. On les mouline grâce à un outil développé par l'INIST, qui est, un institut, un UAR du CNRS, j'espère que je ne me trompe pas d'acronyme, qui s'occupe de l'information scientifique pour, tout le CNRS, à l'échelle nationale. On les met dans un format qui s'appelle Counter5, qui est interopérable, qui est plus facile à traiter. Et bah, là, on fait cet enrichissement avec OpenAlex, avec IPinfo. On indexe ça dans un Kibana, donc c'est un espèce de gros programme sur un serveur qui permet d'explorer des données et d'agréger des données. Et nos 3 résultats finaux, nous, c'est le code source qui est versionné, auquel vous pouvez accéder, que vous pouvez auditer, un outil de visualisation de données développé par, Westware et des jeux de données agrégés, dont je vais vous parler juste après. Alors juste, pareil là, ça sera le seul tru enfin il y a quelques trucs un peu techniques, mais c'est juste, si ça vous intéresse, voilà comment on fait pour classifier, par domaine NAS. Les domaines NAS, en fait, c'est une nomenclature d'activité économique. Il y a 22, secteurs socio-économiques et en fait, on s'est dit, comme c'est utilisé au plan européen et même c'est très proche de taxonomie de l'OMS, on s'est dit que ça pouvait être bien de classifier, voilà, de pas avoir une classification maison, d'avoir un truc très généraliste. Et en gros, bah, on a fait du prompt engineering, alors de cuisine, hein, c'est pas très avancé, mais on a demandé à un large language model, open source qui s'appelle Llama 3.3. On lui a dit, voilà la liste des 22 sections, NACE. Voilà des informations sur, le domaine, et à ton avis, dans quel domaine heu, voilà, dans quelle section va quel domaine? Et en faisant ça, on a réussi à obtenir un taux de classement de 82. Heu heu, Sachant que quand on a fait une première étape, on s'est mis à 3 et on a essayé nous-mêmes de classer et on était d'accord que dans 89 des cas. Parce qu'en fait, c'est comme toute typologie, c'est ambigu, c'est toujours très difficile de classer, une organisation dans un secteur et un seul secteur économique, mais voilà comment on a procédé. Si vous voulez en discuter avec moi, je suis très preneur, on peut s'écrire par mail et en reparler. Hem OK, alors ça, c'est un peu complexe, du coup, je vais simplifier. L'idée, en gros, c'est qu'on a, 4 possibilités d'agrégation statistique. On peut agréger nos données par type d'organisation, on peut agréger nos données par pays, donc nos données d'accès, hein, et on peut agréger nos données par plateforme. On peut dire: «Bah, là, on regarde que ceux de HAL, que ceux d'OpenEdition», ce que toi, tu m'as demandé sur, la visualisation spatiale et on peut les agréger par champ scientifique. Heu, alors la première possibilité, c'est, on va prendre dans chaque ensemble un et un seul, élément. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple, ça sera plus clair. Les usagers du secteur agricole,
qui vivent au Togo et qui accèdent à des articles de sciences sociales sur Open Edition. On peut, quand on fait ça, on a 243 000 possibilités, et donc on peut calculer les statistiques pour l'ensemble des possibilités. Par contre, si vous allez tout à donc on a un cas intermédiaire au milieu sur lequel je ne reviens pas. Si vous allez tout à droite et qu'on décide de prendre dans chaque ensemble soit 0 élément, soit un élément, soit plusieurs éléments. Par exemple, les usagers des secteurs A, C et J qui vivent en Allemagne et au Togo et qui accèdent à des articles de sciences sociales sur HAL. Là, on a un nombre, parce qu'en fait, on a le produit des sous-ensembles, du coup, on a un nombre complètement exponentiel. On a 2 puissance 247 possibilités de combinaison et donc évidemment, on ne peut pas précalculer ça. Et donc ça, c'est ce que notre plateforme va permettre de faire, c'est de calculer à la volée, et avoir beaucoup plus de liberté dans l'association des combinaisons. C'est des calculs faits avec ChatGPT, je ne suis pas, mathématicien, donc je pense que c'est ça. J'ai des vagues notions de théorie des ensembles. En tout cas, il me semble que c'est ça et que, c'est pour ça, que notre plateforme est importante et intéressante parce qu'elle permet de calculer des choses à la volée et qu'on ne peut pas produire en fait de tableau final, si on choisit cette option de combinaison. Donc maintenant, bon, qu'est-ce qu'on regarde précisément? En fait, on compare 2 choses. On compare, le nombre d'accès vers une ressource, et le stock de ressources pour une combinaison donnée. On va regarder combien de personnes accèdent, à une ressource en accès ouvert, combien de personnes accèdent à une ressource en accès fermé. Et du coup, ce qu'on obtient, c'est 3 cas, 3 idéotypes en fait. Le premier, donc, le premier, c'est de dire que l'ouverture a un effet négatif. C'est-à-dire que les ressources disponibles en accès ouvert vont recevoir proportionnellement moins d'accès que les ressources disponibles en accès fermé. C'est dans certains cas, c'est quelque chose qu'on a observé. Pour reprendre cet exemple complètement fictif, les usagers du secteur agricole vivant au Togo accédant à des articles de sciences sociales sur Open Edition, on peut imaginer que pour cette combinaison-là, en fait, même si le stock, est tendanciellement plus en accès ouvert, l'accès va se diriger plus vers le stock fermé. Voilà. Et ça, c'est des choses que alors on ne n'explique pas parce qu'on n'est pas là pour l'expliquer, par contre qu'on observe, et qu'ensuite bah, c'est là où on sert de boussole, on va dire: «Bah, là, c'est quand même très bizarre». Dans ce cas de figure précisément là, on a beau mettre les choses en ouvert, le stock a beau être tendanciellement plus ouvert, l'accès va quand même aller vers des ressources fermées et du coup, comment ça se fait? Ça veut dire que le fait de mettre en accès ouvert, n'a pas d'effet, voire a un effet négatif. Enfin, encore que là, parler d'effet, c'est un petit peu, un abus de langage, il faudrait parler de corrélation. Hem, Ensuite, il y a un cas neutre, c'est de dire, ben, que ça soit ouvert ou fermé, ça change rien finalement, les gens y accèdent autant. Et ensuite, il y a un cas positif, c'est de dire, quand on met en accès ouvert, les gens vont plus consulter, en accès les ressources disponibles en accès ouvert. Ce qui paraîtrait assez logique en fait, heu, c'est au départ, c'était l'intuition qu'on avait et l'hypothèse qu'on voulait tester. Hem Donc ce qu'on produit nous, c'est, pas tant un je disais, il y a encore du lorem ipsum sur ma capture d'écran, pardon, j'avais pas vu. Ce qu'on produit, nous, c'est un outil exploratoire. Donc en fait, ce que vous allez pouvoir, faire, vous allez pouvoir, justement donc, faire des combinaisons de type 3, si vous vous souvenez vaguement de la typologie que j'ai faite précédemment. Donc je sais pas, vous allez cliquer sur, alors là, c'est pas cliquable, hein, c'est une image, mais vous allez cliquer sur Social Sciences and Medicine. Donc directement à partir des fields, hein, il y en a 26, les domaines, c'est juste 4 grands domaines principaux, donc on va prendre, une granularité plus fine. Vous allez prendre Social Sciences and Medicine, vous allez regarder, OK, qui dans le secteur, on va sélectionner uniquement le secteur de l'éducation, heu, on va prendre les 2 plateformes et on va dire les États-Unis. Voilà et on va regarder est-ce que là, il y a un openness effect qui est observable? Donc est-ce que les personnes, donc les usagers du secteur de l'éducation qui habitent aux États-Unis, qui regardent des sciences sociales sur Open Edition, est-ce que ces personnes-là vont avoir tendance à regarder plus des ressources disponibles en accès ouvert ou est-ce que ça change rien? Voilà et donc cet outil, alors ça, ce que j'ai pas mis, c'est qu'ensuite il vous permet aussi de vous donner, le top, 200 des publications qui ont été le plus accédées, pour voir s'il n'y a pas quelque chose de thématique vraiment dans le sujet précis de la publication qui expliquerait pourquoi elle a reçu énormément de tentatives d'accès, heu, voilà, en dépit de son statut ouvert ou fermé. Donc notre outil, enfin, c'est ça que je mets aussi, j'essaie d'appuyer là-dessus, c'est vraiment un outil exploratoire. Le but, n'est pas de dégager forcément une chaîne causale,
mais de servir de boussole, d'outil de cartographie pour aller repérer, tâtonner et regarder, s'il y a des effets, vraiment importants à expliquer et notamment à l'aide de démarches qui sont, qualitatives. Voilà. Malgré tout, si on prend le principe d'agrégation, je ne sais pas si vous vous souvenez, le cas 1, donc pour chacun des ensembles, on combine un et un seul élément. Hem, ce qu'on observe, c'est que c'est des résultats, qu'on doit encore, donc qui sont absolument pas définitifs, du coup, je vous demande de les prendre vraiment avec des pincettes. Heu, on observe, en tout cas chez HAL, que l'ouverture des ressources, a un effet significatif, c'est-à-dire qu'il y a un avantage, un open access advantage de 18. Chez OpenEdition, c'est quelque chose qu'on n'a pas observé, mais il se pourrait qu'il faille qu'on reprenne un peu nos données, donc vraiment, c'est pas voilà, c'est pas une vérité que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment des résultats temporaires. Et ensuite, on a observé qu'un certain nombre de domaines heu, recevaient significativement plus d'accès lorsque les ressources, sont ouvertes. Donc là, je vous en ai fait la liste. C'est majoritairement, des sciences dites dures, voilà, et en particulier la chimie, et la physique et un petit peu la médecine après. De la même façon, alors ça on est un petit peu moins surpris, mais les types d'organisations les plus sensibles à l'ouverture des ressources, ça va être, le secteur public évidemment, le secteur, scientifique, bon là c'est le secteur académique donc ça paraît, logique, et le secteur administratif et suivi par l'édition ensuite. Voilà, donc ça c'est des résultats, une table de résultats, provisoire que je peux vous présenter aujourd'hui. Hem, j'ai combien de temps encore devant moi? Là j'ai fini, mais je peux prolonger sur certaines choses. Bah écoute, moi j'avais prévu 40, donc après avoir selon les questions et Ouais, et si là, je peux c'est-à-dire que là, il bloquer. est ah bah, ça y est, là, il est 14h40, Non. donc c'est donc Donc j'ai encore, si 1 tu veux minute ou? terminer sur un point, oui, t'as encore quelques minutes et puis après on passe aux questions. D'accord, ça marche. Alors, bon, bah, ça, les catégories NAS, je ça a pas trop d'importance, oui. Hem, une chose donc, par, souci d'honnêteté intellectuelle, je vais vous donner quand même les limites et les challenges de cette approche. Heu Une limite, assez substantielle, c'est que, la qualité de nos données dépend de la qualité de sources externes. C'est des données tellement gigantesques qu'évidemment, on ne peut pas refaire la méthodologie et reprendre l'indexation, pour chacune des sources. Donc on dépend de la taxonomie d'OpenAlex, et de, notamment tout l'algo qui détaille dans un papier d'ailleurs, de machine learning qu'ils ont développé pour classifier par, discipline, sous-discipline, enfin, ils ont une taxonomie à 4 niveaux avec, domain, field, subfield and topics. Donc voilà, toute cette méthodologie-là, on en est tributaire. On ne peut pas évidemment pas l'auditer dans la durée, dans les moyens qu'on a pour le projet et c'est vrai qu'elle peut poser problème, individuellement. Il y a notamment en sciences sociales, il y a des choses qui sont classifiées de manière un petit peu, fantaisiste. Voilà. De la même manière pour IP Info, en fait, ils nous ont mis à disposition, gracieusement leurs données gratuitement pour un usage académique, mais en fait, c'est une entreprise de cybersécurité, c'est pas des sociologues professionnels. Donc, i la manière dont ils classent, en plus, eux, ils ont une classification en fait, c'est juste 4 catégories, donc c'est internet service provider, hosting, donc ça va être, tout ce qui va être VPN et cetera, business, government and education. Donc eux, c'est vraiment une typologie très, très basique, et nous, la méthodologie qu'on met en œuvre avec un LLM, c'est pareil, elle n'est pas auditable parce que par définition, un LLM est pas basé sur un arbre sémantique, sur un raisonnement logique, mais sur un raisonnement purement statistique et probabiliste et on sait que c'est des boîtes noires et on pourra jamais reconstituer le raisonnement qui fait qu'il a décidé de classer telle organisation dans telle catégorie NAS. Donc on a, 3 c'est pas des boîtes noires, mais en tout cas, on a quand même 3 éléments externes qu'on contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Ce que j'ai déjà dit, tout à l'heure, c'est que, l'accès n'est pas l'usage et ce n'est surtout pas l'impact à long terme. Les catégories NAS, bon, bah, ça je l'ai dit en fait, elles sont, ambiguës, débattues, on en est à la version 2.1, il y a des pages et des pages de débat au niveau européen sur, comment on classe quoi dans quoi. Et une chose importante ou qui appelle aussi à un prolongement, qualitatif, c'est que, en fait, nous, là, la granularité à laquelle on s'intéresse, c'est la granularité organisationnelle. Donc, on ne sait pas du tout, dans cette organisation, qui accède, en fait. On ne sait pas s'il est en haut de la hiérarchie ou pas et on ne peut pas du tout en déduire son statut socio-économique.
Hem, on connaît pas son genre, on connaît pas son revenu, mensuel, son capital culturel, social, symbolique et cetera. C'est des choses qu'on peut pas savoir. Donc la granularité individuelle, là, à cette échelle-là est impossible. Heu, une solution, ça serait d'administrer un formulaire, sur un échantillon représentatif, en ligne ou bien de faire vraiment de l'ethnographie, de terrain, aller regarder comment les gens s'approprient les ressources et du coup aussi les qualifier, d'un point de vue, sociodémographique. Heu, voilà et une chose peut-être que un petit détail, comment est-ce qu'on classifie ce qui est de l'ordre de l'ouvert ou du fermé? On a, largement simplifié parce qu'on avait déjà beaucoup une granularité assez forte, dans les combinaisons. Donc on a considéré que tout ce qui était gold, diamond, bronze, hybride ou green était de l'ouvert parce que c'était accessible d'une manière ou d'une autre et que tout le reste, en incluant évidemment enfin pas évidemment, mais en décidant d'inclure aussi, en fait la science pirate, la science ouverte pirate, on a décidé que c'était fermé. Voilà et donc on a créé ces 2 regroupements, pour, simplifier la comparaison. Hem, si j'ai encore un tout petit peu de temps, j'ai encore un truc à ajouter, mais je peux aussi m'arrêter et On va prendre des être un peu questions. short, surtout Ouais que je vois les questions qui commencent à s'additionner et dans ben, nos je minutes. m'arrête. Ouais, Super. Merci beaucoup, Simon. Alors, en je effet, vous en prie. on a pas mal de questions. Alors, attends, où est-ce qu'on en était par rapport à cette question? Il y a peut-être un biais cognitif sur la ressource fermée qui aurait une valeur ajoutée car payante. C'est quand tu parlais. Je te laisse répondre. Mmh. Hem, les questions sont où? Parce que ah oui, c'est une autre, ah oui d'accord, pardon. Ouais, c'est dans le module en main. C'est juste pour pouvoir relire. Un biais cognitif sur la ressource fermée, hem, c'est possible. C'est possible apparemment. Plus on vend quelque chose cher, plus les gens imaginent que ça a de la valeur, mais ça c'est une hypothèse qu'il faudrait tester, faudrait vraiment faire une enquête, quoi. Il faudrait aller voir, discuter avec les gens, faire de l'ethnographie. Alors, ensuite, on a une autre question qui est accompagnée plus bas d'un commentaire. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas pondérer ces résultats avec le taux global d'ouverture de chaque domaine, Si, exactement. associé aux commentaires? Parce que typiquement, observer une augmentation sur la chimie est assez facile dans la mesure où on est loin d'être très ouvert. Là où le nombre de ressources fermées et l'habitus de la communauté en maths, par exemple, font sûrement cette différence moins évidente. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord et en fait, je vais me permettre de repartager parce que c'est, le point que je voulais faire et que je sais pas, je me suis dit: «Est-ce qu'il y a le temps ou pas?» En fait, vous voyez mon diagramme là, bon, diagramme c'est un bien grand mot, hein, mais l'idée c'est que nous on regarde, si l'ouverture est la cause de l'accès, mais en fait il y a des facteurs confondants, et notamment un des facteurs confondants, c'est typiquement, le champ scientifique, le domaine que vous appelez le domaine scientifique. C'est-à-dire que, en fait, c'est confondant à 2 niveaux. C'est-à-dire au niveau de l'offre, au niveau de la production en sciences ouvertes, les traditions, comme vous dites, disciplinaires sont très différentes, très variées. Donc on sait qu'en physique, ça fait très longtemps qu'on a des infrastructures et des réflexes, des habitus, comme vous dites, de production en sciences ouvertes, ce qui va surreprésenter probablement, le nombre de ressources disponibles en sciences ouvertes, dans certains champs. Mais en fait, si vous regardez même du point de vue de la demande sociale pour certains types de sciences, c'est évident que, je sais pas, une ressource sur, la naissance de l'Acadien à Babylone au 2e millénaire, ça va pas du tout avoir, le même, attrait qu'une ressource plus actuelle qui répond plus à des urgences sociétales, sur, par exemple, la déforestation au Brésil, le changement climatique et cetera. Et donc, effectivement, ça va être 2 choses qui vont, jouer, à la fois sur la production en accès ouvert et sur la demande et la volonté d'accéder à une ressource en accès ouvert. Et donc c'est ça que j'ai essayé de faire figurer, sur ce schéma. Ça joue aussi avec le type de ressource, avec l'emplacement géographique. Enfin, on pourrait faire ce même raisonnement, sur ces 2 autres facteurs confondants. Alors, si je suis... Alors, tes pourcentages sont calculés sur combien d'années? Ben, hem, là, les en fait, notre fenêtre temporelle, ça va être la fenêtre des logs. Donc malheureusement, on n'a pas de suivi, pluriannuel parce que c'était trop compliqué niveau RGPD, niveau paperasse, et cetera, et comme voilà, la CNIL a un petit peu serré la vis aussi. Donc on a 1 an à chaque fois qui se superpose pas complètement non plus.
on espère que, ça donne, de l'élan pour d'autres personnes pour faire vraiment un suivi pluriannuel, voire en temps semi-réel ou quoi. Alors, comme dans HAL, il arrive plus rarement que les SHS puissent mettre le TI. Est-ce que... Oups, attendez, ça bouge. Est-ce que c'est pris en compte dans la manière dont vous calculez l'impact d'avoir les SHS dans HAL? Alors attends, je crois que j'aurais besoin de voir la question. On est à 2h40. On est à 2h40. Le TI, ça veut dire quoi, pardon? Ah, je vois que la personne lève la main. Alors, je suis désolé, on ne peut pas vous donner la parole. Le webinaire le permet tout simplement pas. Si vous voulez préciser votre question, on y reviendra si vous voulez, alors soit dans le chat, soit dans le groupe. Le taux d'impact ou je sais pas. Pardon, hein, Texte intégral. Oui, texte intégral. ah, le texte intégral, d'accord. Non, pas du tout, on n'y a pas pensé, mais merci. Ah ouais. Heu, Nous après, on considère que ça dépend ce que vous entendez par texte intégral du coup. Est-ce que vous entendez le post-print, la version éditeur ou quoi? Enfin, ou simplement n'importe quelle version du texte, complet. Mais nous, Texte notre intégral, a priori, oui, c'est ouais, n'importe c'est quelle ça. version. Bah, nous, notre définition, de l'ouvert, c'est vraiment, une ressource est dite ouverte s'il y a un texte intégral qui est accessible quelque part. Ok. Alors, plus sensible à l'ouverture des ressources veut dire des organisations plus susceptibles à accéder à ce type de fichiers ouverts ou des organisations qui rendent leurs documents ouverts. Non, c'est le 1er cas, on est dans le pôle de la demande, pas dans le pôle de l'offre. Du coup, ça veut dire, c'est des organisations qui ont besoin, qui sont susceptibles d'accéder à des documents mis en accès ouvert. Hop. Alors ensuite, est-ce qu'on peut établir un lien entre les chiffres obtenus sur les accès HAL et l'accès à des abonnements éditeurs de certaines institutions qui pourraient alors amoindrir le taux vers l'open access? Alors la comparabilité entre les statistiques d'accès vers des ressources payantes et voilà, ça, on en avait vaguement parlé avec le consortium Couperin, ça a jamais été mis sur la table ou quoi, mais ça serait super bien de pouvoir vraiment comparer les 2. De faire exactement ce qu'on fait là, heu, mais en appliquant ça, pas seulement à l'échelle des plateformes, consacrées à la science ouverte, mais sur les abonnements des bibliothèques ou des établissements, par exemple, oui. Là, il y aurait beaucoup de choses. En fait, on a il y a une triple comparaison qu'on pourrait faire, c'est que on pourrait analyser les logs d'accès aux plateformes, pirates, qui d'ailleurs, ont mis en ligne, leurs logs de connexion, heu c'est Sci-Hub, uniquement pour 2017, je crois, elle a pas refait ensuite. On pourrait comparer ça, les logs de connexion, aux plateformes de sciences ouvertes officielles et légales et les logs de connexion aux ressources en accès payant, par exemple, par bibliothèque universitaire ou par établissement. Il faudrait développer une nouvelle méthodologie, mais ça serait vraiment très intéressant de pouvoir faire ça. Mais on n'a pas je pense que l'accès aux données va être très compliqué. Alors je vois plusieurs questions méthodo. Est-ce que vous détaillez la méthodo dans le handbook? Enfin, est-ce que ça... Si vous voulez vraiment la méthodo poussée, ça sera dans un livrable qui est le livrable 3.4 que je suis en train de rédiger. Si vous voulez dans le détail savoir comment on a fait avec le LLM, et cetera, ce sera là plutôt là-dedans. Dans le handbook, on va pas autant dans le détail D'accord. Ok. et ouais, d'accord, c'est Euh, Allez, on va prendre une toute dernière question et après, je suis désolé, on va devoir passer à l'autre présentation. Alors, si tu parvenais à isoler les logs de robots, oui, ça, c'est plutôt bien fait. J'ai pas le pourcentage en tête là, mais c'est fait par la brique, EasyParse en fait. Ils détectent, assez bien, ils ont des listes noires et cetera, qui sont mises à jour, régulièrement. Oui. Et juste la question de l'état de littérature, comment on l'automatise, on peut en parler par mail. J'étais pas tout à fait convaincu, à vrai dire, de la manière de le faire, mais en gros, on va dans Scopus et dans Web of Science et on tape des mots-clés, impact, open, machin, et on en tire un corpus, et ensuite on lui applique, la méthode, Prisma. Je sais pas si vous connaissez? Ouais, c'est une méthode d'automatisation de revue de littérature. Voilà et ça, c'est détaillé, je vous enverrai tous les liens, il y a eu 2 méta-études comme ça, qui détaillent vraiment la méthodologie de manière, poussée, si ça vous intéresse.
Super. Eh bien, merci Simon Merci beaucoup. pour tes réponses et ta Merci. présentation. Alors donc, on va pouvoir passer aux secondes présentations, à propos du projet Commons, donc coordonné par Open Edition, pardon, qui fera intervenir aujourd'hui Johanna Faita, donc comme je disais, doctorante en sciences de l'information à l'Open Edition Lab et au laboratoire Helico, et Marcin Abid, également doctorant en informatique à l'Open Edition Lab. Voilà, la place est à vous. Ok, je commence la présentation. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Mohsin Abid. Je suis doctorant en informatique au laboratoire de Marseille. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu ce que je fais comme étude. Euh, c'est plutôt de l'analyse de logs j'analyse plutôt les logs d'Open Edition. Donc, peut-être, Léo, je ne sais pas, est-ce que je fais une petite présentation du projet Commons ou juste dire brièvement ce que c'est? Si oui, si vous pouvez Hmm, commencer par une présentation du projet Commons ok. avant. Nous, on se place. Le projet Commons, c'est un projet ANR. Nous, au lab, on est en fait, il est découpé en 4 éléments et nous, on est dans le quatrième. Le but de cet élément-là, c'est de fluidifier l'accès aux services d'Open Edition, mais pas que. Il y a aussi Metop et Humanium. Au sein du lab, on essaie de faire un observatoire des usages. Il y a une partie quanti que je gère et il y a une partie quali faite par Johanna, dont vous aurez les détails plus tard. Sans tarder, je commence la présentation. Ce que je veux, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être plutôt de l'analyse de log. Simon, il en a déjà parlé tout à l'heure. Peut-être il y aura quelques trucs redondants. Donc, le plan de la présentation, je vais commencer à introduire c'est quoi l'analyse de log, ma démarche et le périmètre, la méthodologie que j'adopte et quelques résultats. Et pour finir, des limites de cette analyse de log, même si la présentation de Simon, elle en a déjà donné quelques éléments. Alors, c'est quoi un fichier log? Avant de commencer l'analyse de log, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, quand un utilisateur navigue dans le web, en général, quand on visite une page web, Martine, je t'arrête juste 2 secondes. Je crois qu'on ne voit pas ton écran. ah bon? Ok. Désolé. Et là, normalement, je sais pas si. Ah, c'est bon, ça arrive. Ok, Yes, c'est tout bon. cool. Merci. Désolé, je savais pas que. Là, normalement, je commence. J'étais ici. Donc, c'est quoi un fichier log? Quand un utilisateur visite une page web, ce que je disais, c'est que on envoie une sorte de requête à un serveur. Ce serveur-là, il va essayer de répondre à cette requête et en même temps, il va enregistrer cette requête-là dans un fichier. Ce fichier-là, c'est un fichier log. Et en même temps, il envoie à l'utilisateur la ressource s'il la trouve. Ces fichiers log contiennent plusieurs informations. Par exemple, la date et l'heure où la requête a été faite. L'adresse IP. Donc, l'adresse IP, c'est un identifiant. C'est comme une sorte de carte nationale, un identifiant qui nous, lorsqu'on se connecte à Internet. L'agent utilisateur, ça donne des informations sur l'OS, donc le système d'exploitation, et le navigateur. La requête, quel type de ressources on a consulté, et le référent, notre site de provenance. Ça veut dire dans quel site je me retrouvais avant d'arriver à une URL en particulier. L'analyse de log, mon objectif, ça va être d'explorer les usages des plateformes d'Open Edition, donc à partir des logs de connexion.
Donc, il faut faire c'est une analyse qui est exploratoire. On peut essayer de créer des indicateurs, on cherche des usages qui sont un peu atypiques et peut-être sortir des tendances aussi qui peuvent nous intéresser pendant cette analyse. On n'a pas d'hypothèse au départ, on fait juste de l'analyse exploratoire pour le moment. Le périmètre, pour l'instant, ça va être sur les 4 plateformes d'Open Edition, en plus du moteur de recherche. Donc, Open Edition, il y a 4 plateformes. Il y a la plateforme Journals pour les articles scientifiques, Books pour les livres, Calenda pour les événements scientifiques et Hypothèse pour le blogging. Et Search, c'est le moteur de recherche utilisé. La période, ça va être les logs de 2022, octobre 2022 et octobre 2023. Donc, on a 2 mois différents. On a choisi ces 2 mois parce que c'est en général ces mois-ci, il y a un pic de consultation et donc il y aura pas mal d'usages différents pendant ces périodes. Donc, sans tarder, on passe à la méthodologie. Avant de pouvoir utiliser les fichiers log, il y a quand même un travail qui doit être fait, donc un travail d'extraction où on essaye d'extraire des fichiers log de chaque ligne des informations comme l'adresse IP, l'agent utilisateur, la requête, la date et l'heure, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Le nettoyage, donc lorsqu'un utilisateur il envoie une requête, parfois le serveur génère d'autres requêtes à l'intérieur. Donc par exemple, il charge des images, des vidéos, et ces requêtes-là n'ont pas forcément été demandées par l'utilisateur. Donc il faut les supprimer. Et il y a aussi les requêtes faites par les bots. Et donc, puisque nous, on s'intéresse à un usage humain, il faut aussi trouver des moyens d'éliminer ces requêtes bots. Ensuite, la différence entre mon travail et celui de Simon, c'est que moi, à partir des logs, j'essaye d'identifier des sessions, donc des sessions de navigation. Donc, j'essaye de voir quelles sont les séquences de requêtes faites pendant une session de travail. Donc, pour cela, on utilise des méthodes statistiques. Je peux vous en parler plus en détail si vous avez des questions là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces sessions-là, on va essayer d'enrichir les sessions obtenues avec des informations comme par exemple le pays de provenance de l'adresse IP ou par exemple quelques informations sur les documents consultés, etc. Donc, une fois qu'on a fait passer nos fichiers log sur cette pipeline, on obtient enfin des données exploitables qu'on peut utiliser dans les analyses que je vais présenter juste après. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de présenter 2 analyses que j'ai faites. Donc, une analyse des transitions et une analyse de préférence. Donc, le but de l'analyse de transition, la question qu'on a, c'est quelle est la probabilité, par exemple, qu'un utilisateur puisse transiter d'une ressource ou une plateforme à une autre. Donc, en fait, on fait ça sur plusieurs niveaux. On peut essayer de voir comment un utilisateur passe, par exemple, de la plateforme Journals vers Books. Et donc, quelle est la probabilité aussi qu'il passe de Books vers Journals. Donc, ça, c'est au niveau des plateformes. Et au niveau des sites, on va aussi regarder, par exemple, dans Journals, les sites contenus, donc les numéros de revue, etc. Et on essaye de voir quelle est la probabilité de passage, par exemple, d'un numéro ou d'un article à un autre. Pour cela, il faut construire ce qu'on appelle une matrice de transition. En fait, c'est juste une matrice, c'est un sorte de tableau qui quantifie la probabilité de passage d'une ressource à une autre. Le problème avec cette matrice-là, c'est que parfois, ce n'est pas suffisant parce qu'on agrège toutes les sessions et on obtient une seule matrice. Donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'aller un peu plus loin et décomposer cette matrice-là pour avoir des matrices de transition, mais pour des usages différents. Donc, en fait, il y a des utilisateurs, par exemple, qui se déplacent. Par exemple, on reste sur l'exemple avec les plateformes de Journals et ils restent dans Journals, ils font toute leur navigation dans Journals. D'autres, ils vont avoir tendance à explorer un peu plus. Donc, justement, avec cette approche-là, on va prendre la matrice de transition qu'on avait au départ et on va la décomposer
ont plusieurs matrices de transition différentes. Chaque matrice de transition, elle indique un comportement différent. Je vais vous montrer plus en détail les résultats. Qu'est-ce qu'il en résulte de cette analyse-là, enfin les deux. Avant ça, j'aimerais expliquer ce que c'est l'analyse de préférence. Et donc, cette analyse-là, elle répond à la question, est-ce qu'il existe des utilisateurs qui partagent plus ou moins des préférences communes? Donc, cette approche-là, en général, ce qu'on fait, on regarde les clics. Et donc, à partir de ces clics, j'essaie de construire une sorte de, de tableau où je compte le nombre de clics sur chaque ressource. Par exemple, dans une session, par exemple, l'utilisateur 1 ou la session 1, j'avais, par exemple, si on reste sur l'exemple avec les plateformes, 3 clics sur la plateforme Journals, 2 clics sur la plateforme Books et 0 clic sur Calendar, Search 0 et Hypothèse 0 clic aussi. Et donc, à partir de là, on essaie de construire une autre matrice, en quelque sorte un tableau, avec plein de sessions, et on va essayer de les regrouper. On va essayer de grouper les sessions qui sont similaires et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme statistique en regardant des métadonnées externes. Par exemple, est-ce que les sessions qui sont similaires, est-ce que, par exemple, elles consultent uniquement Books? Est-ce qu'ils consultent uniquement des articles en français ou en anglais? Ce genre de questions. Donc, passons aux résultats. Donc, pour l'analyse de transition, ce que nous avons trouvé, c'est que les utilisateurs, ils ont tendance à rester dans la même plateforme et dans le même site en général lorsqu'ils naviguent dans OpenEdition. Donc, on a très rarement des navigations entre plateformes ou entre sites différents, sites de journaux ou de livres. Et ces transitions-là, en fait, les groupes d'utilisateurs qui naviguaient un peu plus entre les plateformes, on a remarqué que ces usages-là tendent à disparaître au fur et à mesure. Alors, ces résultats-là, c'est des résultats préliminaires, donc il faut bien sûr les prendre avec des pincettes. Il y a encore quelques vérifications à faire avant euh, avant de dire que c'est un résultat final. On a aussi regardé les points d'entrée, donc dans la matrice de transition sur les sites, par exemple, d'éditeurs, on a certains sites jouent un rôle comme des points qui absorbent le trafic, où les utilisateurs vraiment passent en général vers ces sites pendant leur session. Et donc parmi ces sites, il y a les presses universitaires de Rennes, les CNRS éditions et éditions de l'EHESS. Donc ça, c'est pour l'analyse de transition. Pour l'analyse de préférence. Alors, pour l'analyse de préférence, en fait, on a découvert qu'il y a un groupe qui émerge à chaque fois, qui partage. Donc, c'est des groupes qui ont un intérêt pour les contenus qui est hispanophone et lusophone, et pour des éditeurs qui sont localisés dans des pays comme le Chili, enfin des pays de l'Amérique, enfin latino-américains. Il y a aussi des groupes de préférence en quelque sorte ou d'intérêt disciplinaire, mais ils diffèrent d'une année à une autre. Donc pour l'instant, ces groupes-là, on a du mal à pouvoir les traquer. Donc je montre un exemple des résultats, par exemple pour l'analyse de transition. En fait, Johanna et moi, on a fait une étude de cas sur deux sites dans Journals et une collection de livres dans Books. Je vais laisser Johanna en parler plus en détail, mais voilà, donc ici ce que je présente, c'est les top 5 transitions, par exemple pour le site dans Journals Home et Immigration, pour les deux périodes, octobre 2022 et octobre 2023. Donc ce qu'on remarque, c'est que en général, les sessions tendent à rester dans le même site. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé un peu
donner une vue un peu accentuée de ces passages, par exemple de Emigrinter à Home Migration. Donc, on a vraiment des probabilités très faibles. Mais on a aussi constaté que ces groupes de sites sont un peu cohérents entre eux, dans le sens où Home Immigration traite des sujets semblables à Emigrinter. Donc, il y avait aussi un autre site, mais enfin, on pourra en discuter un peu plus en détail parce que je dois aussi présenter d'autres résultats. On a fait aussi une analyse des parcours utilisateurs. En fait, on a regardé les sessions et on a essayé d'analyser. En fait, c'est un peu la métaphore lorsqu'un utilisateur, par exemple, rentre dans une bibliothèque physique, comment il navigue dans cette bibliothèque-là. Et donc, on a essayé d'utiliser des algorithmes de regroupement, de partitionnement sur ces sessions-là. Et ça nous a permis de catégoriser ces sessions en 4 groupes qui ressortent à chaque fois. Il y a les sessions à site unique. Il y a des sessions où l'utilisateur va d'un site à un autre sans faire un retour en arrière, ce qu'on appelle des sessions linéaires. Des sessions semi-linéaires où l'utilisateur donc commence avec une session linéaire et à un moment donné, il commence à se perdre, donc il fait des retours en arrière. Et on a des sessions complexes où l'utilisateur, dans sa session, il fait plein de passages, euh, donc il part dans tous les sens et c'est souvent des sessions un peu longues. Euh, je vais aussi présenter quelques statistiques, par exemple, sur le nombre de requêtes par rapport aux heures. On remarque que la plupart des utilisateurs, ils ont tendance à se connecter l'après-midi et cette tendance baisse quand la nuit arrive. Et donc aussi, on a fait ça au niveau des jours. Donc, par exemple, on remarque que dimanche, samedi et dimanche, le trafic il est très bas et ça commence à remonter lundi. Et voilà, c'est une tendance qui se répète chaque semaine. On a aussi fait quelques statistiques. Par exemple, on a essayé de voir le pourcentage de ressources uniquement électroniques et papier électronique dans le corpus d'Open Edition. Et on a comparé ça euh, au, euh, au nombre de requêtes. Donc, on a aussi vu le nombre de requêtes qui ont été faites sur des ressources électroniques et sur des ressources en papier électronique à la fois. Et on a remarqué que plus ou moins c'est le même pourcentage. Il n'y a pas vraiment beaucoup de changements entre les deux pipelines que je viens de présenter. Donc, cette analyse de log, elle a des limites. Et donc, parmi ces limites-là, en général, on n'a qu'une vision partielle du comportement utilisateur. Je ne sais rien sur l'utilisateur en soi parce que, enfin, j'ai uniquement sa session, j'ai uniquement ce qu'il a consulté. Peut-être que je pourrais essayer d'accéder par exemple, à son pays de provenance, mais déjà, même ça, il y a des limites parce que l'utilisateur peut bel et bien utiliser un VPN pour changer sa géolocalisation. Il y a aussi des biais techniques. Par exemple, lorsque j'essaye d'extraire des sessions, j'utilise des méthodes statistiques. Donc, je peux, par exemple, tronquer une session alors que l'utilisateur, il a continué à visiter après, je sais pas, 5 heures, il revient sur sa session et il continue à travailler. Donc, ça peut être un biais que je pourrais avoir dans mes analyses. Il y a aussi des problèmes liés à l'intrusivité de ces méthodes-là, euh, parce que, enfin, on a accès en quelque sorte, si on essaie de combiner certaines informations, pourrait, euh, on pourrait par exemple accéder à certaines informations à la vie privée de nos utilisateurs. Aussi, la limite de ces approches-là, c'est qu'il faut avoir des connaissances sur l'écosystème sur lequel on travaille.
afin de pouvoir expliquer certains résultats. C'est vraiment important. Si on n'a pas assez de connaissances, ben, on va juste avoir des résultats, mais il faut toujours une interprétation derrière. Donc, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile d'avoir une réponse à pourquoi cette analyse-là, pourquoi j'ai obtenu ce résultat-là. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait une présentation un peu rapide. Merci pour votre écoute et si vous avez des questions, je peux dès à présent enfin, donner des réponses. Merci Mossine. Alors, on a une question pour l'instant et je pense après on posera s'il y en a d'autres après l'intervention de Johanna. Juste par rapport aux limites, il y a une question sur ouais, quelle considération pour les RGPD, donc si tu parlais d'intrusivité. Alors, en fait, on a un plan de gestion des données. En fait, les analyses se font uniquement dans des serveurs locaux. Est-ce que c'est au niveau de ces considérations-là? Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, ou est-ce que c'est plutôt au niveau euh, Alors, je ne sais pas si quel... si personne veut préciser sa question vis-à-vis de quelle la RGPD appliquée à. Sinon, on continuera et tant pis, on y répondra plus tard avec Johanna. Ok. Alors, j'ai le complètement de la question. Alors, est-ce légal finalement d'accéder à ces données? Alors, enfin, justement, c'est pour des usages pour la recherche. Donc, on a les droits tant qu'on ne partage pas des informations liées à la vie privée, des informations qui sont un peu euh, à titre personnel. Donc, légalement, on a le droit. Mais éthiquement, ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet à débat. Merci, Mostine. Je t'en prie. Eh bien, Johanna, si tu veux bien partager ton écran. Oui, tout à fait. Je partage. Hum, partage. Est-ce que vous voyez bien? Tout est bon? Oui, parfait. Parfait. Donc, bonjour, je suis Anna Faïta, je vous remercie pour l'invitation. Donc, je vais aller vraiment vite. Je suis philologue de formation et après un master en humanité numérique, pendant des ans, j'étais chargée d'édition numérique au centre d'Open Edition. Et c'est justement ce que je prends maintenant comme terrain ethnographique. Pour faire un travail de thèse qui se concentre sur les pratiques informationnelles au sein du périmètre établi par les consortiums Commons. Nous avons déjà expliqué les consortiums Commons, je ne vais pas aller là en détail. Et aujourd'hui, je vais vous présenter et discuter avec vous les paramètres, les résultats et les prolongations d'un travail d'enquête qu'on a mené pendant la première année de thèse, qui s'agit d'un travail exploratoire sur l'électorat des trois entités éditoriales. Donc, monde et migration. Auparavant, les moments de l'étude, c'était hommes et migration, mais la revue a récemment changé de nom. La revue de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et trois collections des éditions de l'Université Grenoble-Alpes. Donc, on est focalisé sur les plateformes Open Edition Journals et Open Edition Books. C'est un travail financé par une ANR Equipex qui voilà, s'inscrit dans le cadre des politiques nationales d'infrastructuralisation des pratiques de recherche en sciences humaines et sociales, qui est mené donc au sein d'un observatoire d'usage, qui est un dispositif qui vise à comprendre les usages qui sont faits sur Open Edition. Donc, nous avons comme point d'entrée les usages et les pratiques, et on s'intéresse aux outils numériques dans le champ de la communication scientifique en sciences humaines et sociales, mise à disposition par l'infrastructure numérique qui est Open Edition, qui déploie et maintient quatre plateformes dans cet environnement multicouche partagé entre les usagers et les outils techniques. Schématiquement, je procède en entonnoir. Et nous prenons la science ouverte comme objet d'étude. Et donc, pour ne pas tomber dans la répétition des discours officiels, des discours d'escorte sur la science ouverte, on essaye d'observer les pratiques à travers une étude empirique avec un double objectif, à la fois suivre et documenter, donc un objectif opérationnel et un objectif réflexif dans cet espace numérique qui est construit, bien sûr, par la circulation de ces objets, par les usages et par les pratiques qui sont faites. Donc, la question de la recherche
l'inverse, elle se formule ainsi. Donc là, on voit les termes de la négociation qui est très important pour cette recherche, puisque la négociation vient ici exprimer les points d'articulation entre l'individu et les dispositifs sociotechniques, qui est une relation qui n'est pas figée, qui peut prendre la forme d'un usage lié à la fonction prescrite des objets numériques, mais qui peut aller vers l'appropriation et le détournement dans l'inclusion des possibilités qui s'ouvrent quand l'utilisateur ou utilisatrice va adapter les outils à ses besoins spécifiques. Et c'est un terme euh, c'est des termes qui sont informés par l'affordance, qui est justement cette notion qui met en lumière les possibilités d'action qui sont dont un objet est porteur. Et donc, ce sont les usages qu'on voit sur les terrains qui vont finalement nous permettre de capter l'intrication entre les normes qui sont véhiculées par l'infrastructure et les pratiques adoptées par les usagers pour enfin réussir à cerner la question de la science ouverte, mais définir une science ouverte qui émergerait des pratiques. Donc, sur la méthodologie, quelques mots, je m'inspire plus par les domaines des sciences humaines et sociales et les humanités numériques, des travaux qui portent sur les bibliothèques savantes et les pratiques savantes, et les bibliothèques numériques, pardon. Et ce sont des travaux qui recourent à un pluralisme méthodologique, et c'est conformément à cela qu'on a construit la méthodologie pour notre terrain. Et donc, on avait besoin, pour capter cette complexité du terrain, d'articuler plusieurs grilles d'analyse, comme ça a été mentionné par mes collègues, donc une approche quantitative et une approche qualitative, et les deux sont menés en parallèle. Et donc, arrivons à l'étude de terrain, à cette première étude de terrain. Je vous fais une sorte de bilan pour vous présenter cette étude qui a été entamée en mars 2024 et qui est arrivée à échéance en janvier 2025. C'est un travail circonscrit qui permet de mettre à l'épreuve la méthodologie. Je vous mets un tableau qui récapitule les dénominateurs communs des trois entités éditoriales qui font partie de cette étude de recherche. Donc, c'est ce qu'on voit bien, c'est que leur point commun, c'est qu'elles ont subi un changement des modalités d'accès, soit en début 2023, soit début 2024. Donc, ça constitue un point de bascule défini dans les temps, avec un avant et avec un après pour analyser. Donc là, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse aux effets, s'il y en a, c'est ça l'hypothèse, aux effets que ce changement des modalités d'accès peut avoir sur à la fois les modalités d'accès, les pratiques infodocumentaires, les parcours de navigation, et à la marge, on s'intéresse aussi aux raisons qui ont motivé cette transition. Donc, les protocoles qu'on a employés, je vous les montre schématiquement. Donc là, vous voyez que c'est un seul protocole qu'on suit parce on souhaite l'employer aux trois entités éditoriales à la fois, puisque l'objectif, c'est qu'à terme, d'appliquer ce protocole ou une autre version de ce protocole, bien sûr, à la totalité des ressources d'Open Edition et du consortium Commons. Et donc, ces protocoles consistent à d'abord un formulaire slash questionnaire qui est aussi commun, qui a été adressé au public des trois entités éditoriales concernées. Et c'est un formulaire qui a une double fonction. Donc, vous voyez, là, il y a d'abord la récolte des données, une récolte des données préliminaires sur les pratiques de lecture, la perception de la revue de l'éditeur par le lectorat. Mais le deuxième objectif, c'est le recrutement des personnes qui seraient prêtes à répondre à un entretien. Et donc, un entretien qui nous ramène au premier branche ici de la deuxième partie de ce protocole, qui sont les entretiens semi-directifs. Et donc, vous voyez ici, on a les entretiens semi-directifs et à la fois, on a les entretiens avec l'électorat, avec le personnel d'édition et avec l'intermédiaire freemium à l'intérieur de l'infrastructure d'Open Edition. Donc, par la suite, je vais vous partager des observations de ces trois campagnes d'entretien. Donc, déjà, dans ce tableau, j'essaie de vous mettre en lumière les biais et les limites de l'échantillon qui est déjà réduite, comme on peut le voir. Et ça, c'était à cause du blocage de diffusion du formulaire initial. Mais donc, nous sommes bel et bien entre public académique et
para-académique, on peut le dire. Donc, certes, on ne peut pas vraiment observer les effets que cette ouverture a pu avoir sur les publics profanes. On ne peut pas ni généraliser parce que l'échantillon est réduit, mais il y a quelques pistes qui se dégagent. Et certes, c'est ce qui est important, c'est que les affiliations et les appartenances des, des enquêtés nous permettent de comprendre comment les questions d'ouverture circulent au sein des communautés de recherche. Donc, là, par patterns, nous venons décrire à la fois la recherche, la veille documentaire, la navigation, l'accès à la ressource, les pratiques de lecture, des prises de notes et des partages. Donc, comme évoqué par Mohsin sur les points d'entrée, nous voyons ici que nous avons majoritairement Google, Google Scholar et Isidore. Et ça, ça arrive bien en continuité avec les enquêtes qui ont été menées sur le lectorat d'Open Edition des campagnes, une en 2009 et une en 2012. Nous voyons que, en dépit de l'existence du moteur de recherche, certes, que Mohsin a évoqué au portail d'Open Edition, dans mes entretiens, les utilisateurs ont recours de manière très marginale. En revanche, il y a une préférence pour les moteurs internes de Kern. Probablement à cause de la possibilité de sauvegarder les mots-clés ainsi que l'historique des recherches, alors que sur Open Edition, un espace personnalisé n'existait pas. Pardon. Nous voyons aussi les portails des bibliothèques apparaître et cela illustre que les bibliothèques associées mettent en valeur les contenus d'Open Edition et ça vient comme réponse à des inquiétudes qui étaient soulevées dans l'un des rapports mentionnés auparavant qui a été mené pendant 2012 sur les lecteurs et les lectrices d'Open Edition. Donc, sur les pratiques des lecteurs, nous voyons que à la fois la lecture numérique, que ce soit HTML ou PDF, est dominante lorsqu'il s'agit de contenus scientifiques, notamment d'articles de revues. D'ailleurs, c'est plus du HTML pour lecteur seul. Et nous voyons qu'il y a une combinaison des deux formats quand il y a un besoin d'archivage. La lecture sur support papier demeure quand même prégnante, en particulier pour les ouvrages, mais cela n'empêche pas que ça n'empêche pas la lecture ciblée des chapitres en ligne. Dans des rares cas, on a pu observer une coexistence simultanée. C'est pour ça que je parle des lieux dans ces bullet points. Donc, on a vu qu'il y a une coexistence simultanée du format papier et numérique, mais ça, c'est juste autour de l'espace physique de la bibliothèque ou attesté par des personnes qui ont une profession qui est liée à l'édition scientifique. Alors, là, à la marge, sur les ors, voilà, il y a certaines enquêtes qui ont fait les liens entre les ors et les supports. Donc, comme je vous disais, euh, lecture scientifique plus sur écran et plus au format numérique, alors que roman et lecture des loisirs plus associés au papier ou au format Kindle. Donc là, sur la mobilisation de la ressource, qui est un point important, puisque ça retranscrit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur comment comprendre qu'est-ce qui se passe après l'accès, donc la mobilisation. Là, il y a une distinction qui a été faite entre les pratiques individuelles et les pratiques collectives. Et cela éclaire la manière dont la ressource devient information qui va circuler et va se transformer, non seulement au service d'objectifs personnels, comme on voit dans les pratiques individuelles, mais aussi dans des dynamiques de co-construction de savoir et des sens au sein des communautés disciplinaires ou des communautés de pratiques. À la marge, l'idée de la découverte a été inspectée. Et là, nous voyons que les différentes voies pour découvrir de nouveaux contenus qui ne sont pas ceux qui étaient identifiés au premier lieu, c'est soit en cliquant sur la bibliographie d'un article ou d'un ouvrage ou d'un chapitre, soit en suivant les citations, soit en suivant les suggestions Google, soit par Wikipédia quand il s'agit de complètement découvrir un sujet qui sort du centre disciplinaire ou des centres d'intérêt de l'utilisateur et de l'utilisatrice. Donc,
Pour thématiser les observations qu'on a pu faire sur la vision que les publics ont des ressources, nous avons trois grandes catégories qui émergent. À la fois une perception fragmentée de la ressource au niveau de l'article, une perception du site comme un ensemble et une troisième qui est la conception de la revue en ligne, une conception qui reste après à la continuité de l'objet revue. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que, comme on voyait tout à l'heure dans la présentation de Morcine, ces catégories peuvent vraiment faire écho aux observations sur les parcours de navigation. Donc, par exemple, les sessions à type unique, les sessions linéaires ou les sessions semi-linéaires pourraient correspondre à ces trois grandes catégories. Euh, Cependant, dans les mises en situation que je vous évoquerai là dans une seconde, nous n'avons pas, à part ces trois types de navigation et de perception des ressources, on n'a pas à pouvoir des sessions complexes, donc des navigations longues d'un site à un autre qui durent longuement dans le temps. Mais donc, c'est ce que j'ai demandé à mes enquêtés lors de mes entretiens, c'était de m'expliquer quelle est une session typique des recherches après avoir expliqué qu'est-ce que c'est qu'une session des recherches. Et puis, je leur ai demandé de partager leur écran et me montrer une session typique de navigation. Et pour les inspirer, je leur ai montré des bouts de cartographie et de profils de parcours qui étaient produits par Morcine. Donc, c'est ce que j'ai vu, c'était que les personnes réagissaient, se reconnaissaient dans les schémas, donc reconnaissaient d'autres revues, puisque c'est des revues avec des liens disciplinaires, bien sûr, qui avaient des souvenirs vagues d'avoir découvert l'une revue à travers une autre de la liste, mais les personnes n'ont pas pu me démontrer un passage direct lors de leur démonstration pratique. Donc, ça montre plus des limites liées à l'approche de la mise en situation, parce que cette mise en scène était parfois compliquée pour les utilisateurs et utilisatrices. Mais en tout cas, cette idée d'avoir des recherches en parallèle sur des sites qui présentent un voisinage stable dans les cartographies a été bien démontrée. Donc, un point important, c'est la question de l'ouverture ici. Et donc, la raison pour laquelle, jusqu'ici, je n'ai pas du tout évoqué l'idée de l'accès à la ressource, c'est parce que toutes les personnes qui ont répondu aux entretiens, ce sont des personnes qui faisaient partie soit de la sphère académique, soit de la périphérie de l'académie. Et donc, toutes les personnes, unanimement, ont décrit l'accès pas via l'institution comme un accès privilégié. Et donc, je vous mets quelques verbatims. Donc, si on peut vraiment se poser la question de est-ce que ces publics-là ont perçu les changements de modalités d'accès? Pas vraiment, parce que c'est des personnes qui avaient déjà accès avant. Un autre point intéressant, c'était que la plupart des personnes interrogées appréhendaient l'ouverture de manière synchronique, donc sans avoir un regard sur les temps longs des évolutions de la science ouverte, et qui expérimentent, pardon, une certaine hum, pardon, une certaine incertitude vis-à-vis des modalités pratiques de mise en œuvre de l'ouverture. Donc, par exemple, j'ai une de mes enquêtées qui me rapportait avoir découvert des sites que sa thèse était déposée sur elle. Je vous mets quelques citations sur la réaction au terme science ouverte. Et ce sont des verbatims parce que je vous mets aussi en gras les points importants, puisque il y a vraiment une grande partie du lectorat qui évoque la science ouverte et l'open access de manière presque interchangeable. Il y a une espèce de confusion entre les données et les publications. Souvent, cela est résumé sous les termes recherche. Il y a cependant une différence qui est faite entre les STS et les SSS. Et parmi les autres signifiants qui reviennent, nous voyons la gratuité, l'accessibilité, et donc dans une quasi-reprise des discours institutionnels. Mais ces aspects
coexiste avec des visions qui placent l'ouverture à mi-chemin entre obligations inévitables et devoirs. Donc, nous voyons ça dans la première verbatim. Puis après, nous voyons aussi une vision de l'ouverture comme une mission liée à une mission de service public. Et aussi, il y a aussi une espèce de réticence et une demande à ce que les politiques s'adaptent au terrain. Et cela fait écho à des témoignages qui insistent sur la distinction claire qui doit être faite entre l'objet revu et l'objet ouvrage scientifique et l'organisation des champs. Donc, je thématise, je vais très vite, désolée, je vois que j'ai dépassé. Alors, l'analyse transversale des entretiens met en évidence l'articulation complexe entre l'infrastructure, la plateforme, les pratiques associées à l'édition scientifique. Et là, on voit que partout, il y a un flou, il y a cette incertitude. Et donc, bien qu'on assiste à une institutionnalisation de la science, des infrastructures de recherche comme Open Edition, la reconnaissance en tant que telle n'est pas encore acquise. En effet, nous voyons que, j'ai vu dans mes entretiens que l'électorat se trompe entre Persei, Kern, Open Edition, exprime leur incompréhension vis-à-vis de à qui s'adresser pour prendre les bonnes informations par rapport au plan de gestion des données, mais ce flou n'est pas ne se manifeste pas seulement ici. Il y a une incertitude sur les workflows, la désarticulation des priorités couplées à une surcharge de travail qui en résulte des injonctions à l'ouverture, qui touchent à la fois les personnels d'édition et les intermédiaires de commercialisation. Euh, hop. Donc, un terme aussi, et je termine sur ce diapo, un terme aussi qui devient donc fortement couplé avec cette flou, c'est la visibilité, ou plus la manque de visibilité, et plus précisément le manque de visibilité selon les rôles, parce que chaque personne se confronte à un différent niveau de l'infrastructure selon son niveau d'intervention. Donc, je vais reprendre les verbatim du co-responsable du service freemium qui même témoigne d'avoir assez peu de visibilité sur ce que les services, les autres services de l'infrastructure font. Donc, nous voyons que cette transparence, visibilité, flou, transparence est surtout liée au pôle que vous voyez, donc aux données, à, à la reproductibilité, au financement sur fonds publics et à la démocratisation des savoirs et sur l'impact sociétal et sur la confiance à la raison, à la confiance à la science. Ce que je vais aller très vite. S'il y a des questions, je suis là pour vous répondre. Merci beaucoup et je vais partager mes slides. Bravo, Johanna, quelle performance. Excuse-moi, c'est vrai que j'ai peut-être un peu mal géré le temps, tu as dû te dépêcher, je suis désolé pour ça. Ça va faire. Mais Merci. c'est très intéressant. Eh bien oui, on a dépassé de 5 minutes, c'est pas bien grave. Si vous avez des questions, je pense, à part ce contre-avis de mes intervenants, mais on peut peut-être rester ici jusqu'à 40. Si j'ai plus de questions. Pour l'instant, j'ai une question sur si les données analysées ont-elles également pour but de faire évoluer la plateforme Open Edition? Est-ce que les travaux que vous menez, Johanna et Alors, a Mathilde. priori, oui, puisque c'est les volets, livrables pratiques. Les livrables pratiques, c'est aussi de faire évoluer les plateformes. Mais nous, on fait le travail de fond, Mhm. Oui. puisque c'est un projet qui est financé pendant 3 ans. Et là, on est au milieu de la deuxième. Et donc, ce n'est pas prévu qu'on fasse aussi la mise en place. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui est aussi voué à faire évoluer les services. Pas seulement de la plateforme d'Open Edition, d'ailleurs, de du consortium Commons, qui est vraiment cette idée de créer des seamless paths entre Open Edition, Humanum et Metop. Mhm. Merci. Eh bien, écoutez, j'ai pas plus de questions là pour le moment. En tout cas, c'est des sujets super intéressants, très nouveaux. Comment est-ce qu'on appréhende ce que c'est. Enfin, moi-même en master, j'avais travaillé sur la réutilisation d'articles comme Open Access par le grand public. C'est un sujet qui est vraiment ultra neuf. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, niveau littérature, il y avait vraiment très peu de choses. Vous, comment est-ce que vous avez réussi à construire votre littérature?
Johanna. Oui. Ah, je croyais que c'était des questions à tous nous deux, mais oui, Non, ça non, dépend. non, Et après, tu sais. je parlais de la nouveauté du sujet et que la littérature était assez pauvre sur le sujet, sur Sur les l'utilisation usages de d'articles en la... open access, ouais, l'usage par des publics non académiques. À part le public non académique, certes, et c'est justement sur ça que nous n'avons aucune visibilité. Et c'est vraiment les problèmes principaux qu'on partage avec d'autres chercheurs et chercheuses qui travaillent sur les mêmes sujets, puisque bah, il n'y a pas moyen de... Il n'y a pas moyen, enfin, j'exagère, mais c'est très difficile Mhm. d'accéder à ces publics-là. Ouais. Puisque nous voyons que à chaque fois qu'on va publier un formulaire ou une invitation pour mener des enquêtes, les personnes qui répondent, ce sont des personnes qui ont l'habitude de ces Ouais, dispositifs. bien sûr. Et donc, c'est souvent des personnes qui font partie de l'institution, de l'académie d'une manière ou d'une autre. Sur la littérature, hmm, alors, moi, j'ai fait une thèse en sciences de l'information et de la communication qui est quand même une discipline nativement pluridisciplinaire. Mhm. Donc, il y a à la fois il y a la sociologie des usages qui vient, il y a l'ethnographie du numérique, il y a la sociologie des organisations. Donc, nous piochons sur différents terrains. Puis après, il y a des travaux bibliométriques et des personnes qui ont déjà travaillé dans des laboratoires comme Cyber, si je ne me trompe pas, c'est au Royaume-Uni, qui ont déjà travaillé main en main Mhm. des personnes qui travaillent en informatique et des personnes qui font des travaux plus qualitatifs afin d'aller plus loin dans l'analyse des logs. Puisque justement, ce qu'il disait Simon tout à l'heure, le problème, c'est que les logs utilisateurs, ça peut être vite vidé des correspondances à un usage réel. Mhm. Alors, j'ai deux autres questions qui me sont arrivées, alors trois peut-être. On va essayer d'aller vite. Alors, envisagez-vous d'étendre cette analyse à la communauté hispanophone et lusophone? C'est encore moi qui réponds? Oui, L'un ou l'autre. je peux. Mais C'est laquelle? Pardon, j'arrive pas. Alors, c'est celle qui nous est arrivée à 3h36. Ils jouent. Alors, ce que nous avons prévu, c'est voir les adresses IP, voir si vraiment euh, si ces sessions-là qui consultent uniquement du contenu qui est hispanophone, lusophone et dont les sites éditeurs sont géolocalisés dans des pays latino-américains, est-ce que vraiment ça concorde? Est-ce que l'origine de ces requêtes-là vient aussi de cet endroit-là et c'est de faire des tests statistiques pour voir si c'est vraiment il y a une sorte de concordance, enfin si c'est vraiment un facteur un facteur qui impacte en quelque sorte, qui est important. Je ne Et sais pas si j'ai répondu à la question. si la personne qui a posé la question veut rajouter quelque chose, écoutez, et n'hésitez pas dans le module. Alors, je ne sais pas si on aura forcément le temps d'y répondre, mais. Alors, sinon, en dehors de l'analyse des logs, comment pourriez-vous avoir accès aux données utilisateurs de personnes moins académiques? Comment pouvez-vous toucher ce public? Je peux donner un début de réponse? Vous m'entendez? oui, Oui, tout à fait. Oui, il y a une autre grande branche qui serait les altmetrics, c'est-à-dire le suivi. Ça, c'est facile parce que d'un point de vue computationnel, c'est simple, entre guillemets. Il suffit de regarder dans les tweets les mentions de ressources qui viennent d'OpenEdition. Pour peu que la personne mette un lien ou le nom d'une ressource qui est chez OpenEdition, c'est assez facile d'un point de vue computationnel de faire ça. Le problème, c'est que, un utilisateur de Twitter, on dit les altmetrics comme si c'était un indicateur d'impact sociétal, mais c'est pareil, en fait, on sait juste que c'est quelqu'un qui utilise Twitter, quoi. Et du coup, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un maçon, ça peut être, n'importe qui. Donc, là, c'est quand même un biais. Le biais quand même, c'est toujours d'arriver à qualifier de manière très précise
le profil sociodémographique de l'utilisateur. Donc voilà, et la seule autre alternative qu'on a pour le moment, c'est les altmetrics. Il y a eu une hype un peu autour de ça il y a quelques années. Et sinon, je sais pas si tu as d'autres idées, Johanna, mais moi, je j'ai pas d'autres. Je sais pas, faudrait vraiment aller. Comme, en fait, finalement, c'est exactement comme quand on fait de la sociologie des usages ou de la sociologie de la réception. Il faut aller chercher. Enfin, il n'y a pas de différence fondamentale. La modalité d'accès est différente parce que c'est une modalité numérique. Il y a toute la question de l'affordance que Johanna a très bien démontré, et Moussine aussi. Mais au final, c'est exactement la même problématique que d'aller se constituer un panel d'enquêtés. Ouais. Vous feriez ça il y a 50 ans sur le rapport à la littérature française, vous aurez exactement le même problème. Enfin, peut-être que j'exagère, mais Après, alors, pour toucher aux données de ces communautés-là, je ne pourrais pas donner une réponse, mais pour toucher à d'autres communautés qui ne sont pas forcément académiques, nous avons réfléchi à, par exemple, avoir une vraie présence dans une librairie physique, par exemple. Donc, aller à je sais pas, à la bibliothèque publique d'information ou dans des bibliothèques municipales, à des bibliothèques universitaires et essayer de vraiment voir les personnes sur place. Parce que déjà, un d'autres limites qui a été présentée, c'était cette difficulté d'être mis en situation. Alors que quand la personne est déjà là, dans son espace naturel, entre guillemets, de recherche ou de lecture, de navigation, etc., peut-être que sera plus à l'aise à partager son expérience. Ça, c'est ce qui est identifié jusqu'ici. excusez-moi si je peux rajouter un dernier truc. Je suis désolé, je sais qu'on a Ouais, déjà coupé. empiété. J'en ai pour une seconde. On a quand Oui, même oui, une bien sûr. info. On a une info dans les logs qui s'appelle le référeur, c'est-à-dire qu'on sait quelle est la page web qui va orienter la personne vers Open Edition, et du coup, on sait quelle est la page qui réfère le lien. Et en faisant ça, on peut faire une cartographie des référeurs. Alors, un peu malheureusement, c'est Google dans 90% des cas. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on peut voir, bah tiens, là c'est le site d'une association, là c'est Wikipédia, là c'est tatata. Et donc ça pourrait être un prolongement intéressant avec toujours cette limite qu'on ne va pas pouvoir caractériser le profil sociodémographique de l'utilisateur. Voilà. Super, C'est merci beaucoup pour ces réponses, hein. C'est vrai qu'on pourrait en discuter pendant un moment. On aimerait traiter toutes les questions. Malheureusement, on a déjà bien dépassé notre temps imparti. La preuve que c'est vraiment un sujet d'actualité vraiment très intéressant. Je vais essayer de récupérer les questions qu'on n'a pas pu traiter. On verra voilà, si on pourra y répondre ensemble un peu plus tard. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions. C'était vraiment super. Merci aux participants qui sont restés jusque-là. Donc, ce webinaire est enregistré. Il sera diffusé donc sur la chaîne Canalu du CCSD, j'imagine, à partir de la rentrée désormais. Et voilà, on se donne rendez-vous début septembre pour le prochain PSO, sur lequel on communiquera d'ici peu, je pense. Sur ce, voilà, je vous laisse aller vous rafraîchir Merci beaucoup Léo pour Merci l'organisation, beaucoup. c'était super, Merci. c'était Merci très pour très tout et pour avec grand les profond. plaisir. échanges. On aurait pu parler pendant des heures, hein. Ça, Oui, c'est sûr. ouais, On en Merci fera un beaucoup. deuxième. merci à Mohsin et Johanna aussi, c'était Merci, passionnant comme Simon. d'habitude. Merci à Au revoir. tous. Ok, Au revoir. ciao. Au revoir. Ciao.